Cette vidéo porte sur les analyses sanguines. Nous discuterons de la composition du sang, des éléments que les analyses cherchent à y déceler et de la signification des résultats. Commençons par les trois principaux types de cellules présents dans le sang. Les globules rouges, aussi appelés érythrocytes, les globules blancs, aussi appelés leucocytes, et les plaquettes. Les globules rouges transportent l'oxygène dans tout le corps. Les globules blancs interviennent dans la réponse immunitaire et les plaquettes jouent un rôle dans la coagulation sanguine. Par exemple, si vous vous coupez, vous arrêterez de saigner en partie grâce aux plaquettes. À la clinique, lorsqu'on vous fait une prise de sang, on peut séparer ces types de cellules. Il suffit de mettre le sang dans un tube et d'attendre que les globules rouges se déposent au fond du tube. Il est possible de mesurer la vitesse à laquelle ils se déposent, c'est ce qu'on appelle la vitesse de sédimentation érythrocytaire, VSE, ou simplement vitesse de sédimentation. Une vitesse de sédimentation accrue peut indiquer une inflammation pouvant être causée par un cancer, par une infection ou par une maladie inflammatoire. Toutefois, cette mesure peut aussi être élevée chez des personnes en bonne santé. Les résultats doivent être évalués en contexte selon vos antécédents médicaux. Si vous mesurez la taille de cette portion inférieure, puis la divisez par la quantité totale de sang dans le tube, pour ensuite exprimer ce résultat en pourcentage, vous obtenez l'hématocrite, qui correspond au pourcentage de globules rouges présents dans votre sang. Plus votre hématocrite est élevé, plus votre sang contient de globules rouges. Une autre façon de quantifier les globules rouges dans votre sang consiste à examiner les cellules de votre sang à l'aide d'un microscope. Cela pourrait ressembler à ceci, où on aperçoit beaucoup de globules rouges, un peu de plaquettes et quelques globules blancs. Il est possible de compter la quantité de globules rouges dans un certain volume de sang. Une diminution du nombre de globules rouges, qui pourrait avoir l'air de ceci, est appelée anémie. Tout ce qui diminue le nombre de globules rouges est une cause d'anémie. Vous comprendrez donc que les causes de l'anémie sont nombreuses et variées. Une façon de distinguer la cause d'un cas particulier d'anémie consiste à compter les cellules appelées réticulocytes. Il s'agit de globules rouges immatures qui viennent de pénétrer dans la circulation sanguine. Un taux élevé de réticulocytes indique que le corps travaille très fort pour remplacer les globules rouges manquants, ce qui est une réaction normale. Un faible taux indique plutôt que le corps a de la difficulté à produire des globules rouges. Dans ce cas, l'anémie est peut-être causée par un problème de production. On peut également distinguer les causes de l'anémie en évaluant la taille des globules rouges. Sur cette image, supposons que les globules rouges sont de taille normale. C'est ce qu'on appelle l'anémie normocytaire. Si les globules rouges étaient plus petits que d'habitude, on parlerait d'anémie microcytaire. Et s'ils étaient plus grands, d'anémie macrocytaire. Dans les analyses sanguines, la taille des globules rouges est indiquée par le volume globulaire moyen, ou VGM. Il est aussi possible d'avoir une multitude de tailles de globules lorsqu'il est question d'anémie. Le degré de variabilité de la taille est représenté par l'indice de distribution des globules rouges. Un indice élevé révèle une grande variation dans la taille des globules rouges. Les globules rouges transportent l'oxygène aux tissus et l'oxygène aide les tissus à utiliser les carburants comme le sucre pour générer de l'énergie. Un faible taux de globules rouges peut donc provoquer des symptômes comme de la fatigue et de la faiblesse. Parmi les autres symptômes courants de l'anémie, on retrouve le teint pâle, car les globules rouges contribuent à la coloration de la peau, et l'essoufflement, car le corps cherche à obtenir plus d'oxygène. Cela dit, le problème ne provient pas du nombre de globules rouges, mais bien de leur contenu. Les globules rouges sont en fait des sacs remplis d'une protéine appelée hémoglobine. L'hémoglobine se lie à l'oxygène. Plus un globule contient d'hémoglobine, plus il peut transporter d'oxygène. Vous pouvez vous représenter les globules rouges comme des camions de livraison remplis de boîtes d'hémoglobine contenant chacune quelques molécules d'oxygène.
Si vous n'avez pas suffisamment d'hémoglobine ou que votre hémoglobine est défectueuse, vos globules rouges n'arrivent pas à transporter autant d'oxygène. Cela peut entraîner les mêmes symptômes que l'anémie. En observant les globules rouges en laboratoire, il est possible de mesurer la quantité d'hémoglobine dans le sang, qui est parfois indiquée par l'acronyme HGB dans les résultats d'examen. Vous apercevrez peut-être aussi les valeurs TCMH et CCMH dans les résultats d'analyse sanguine. Les deux ont à voir avec le taux d'hémoglobine, mais sont moins informatives que les autres mesures. Revenons maintenant aux autres types de cellules et à notre type de sang, où les globules rouges et les plaquettes forment une couche au-dessus des globules rouges. Comme il n'y a pas autant de globules blancs et de plaquettes que de globules rouges, cette couche est très petite. Plutôt que de mesurer cette petite couche, nous en comptons les globules blancs et les plaquettes au microscope, comme nous l'avons fait pour les globules rouges. Ces numérotations et les mesures dont nous avons parlé pour les globules rouges constituent la numérotation formule sanguine, ou NFS, que l'on appelle aussi hémogramme. Si la numérotation plaquettaire est basse, cela peut entraîner la formation d'échymoses, des segments de nez, des règles abondantes, des saignements après une visite chez le dentiste ou d'autres saignements anormaux. Il y a toutefois beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu dans la coagulation sanguine et des saignements accrus ne découlent pas automatiquement d'un problème de plaquettes. Si le nombre de globules blancs dans le sang est peu élevé, on peut parfois observer une prédisposition accrue aux infections, même si ce n'est pas toujours facile à déceler. Il existe en fait différents types de globules blancs qui ont tous des fonctions différentes en lien avec l'immunité. Il est possible de distinguer les différents types au microscope. Le dénombrement de chaque type de globule blanc dans un certain volume de sang nous donne l'analyse différentielle des globules blancs, aussi appelée formule sanguine différentielle ou formule leucocytaire. Jetons un coup d'œil rapide au type de globules blancs que l'on compte habituellement. Chez un adulte, de 60 à 70 % des globules blancs sont des neutrophiles qui luttent contre les bactéries. Les basophiles, qui interviennent dans les réactions allergiques, sont les plus rares. Les eosinophiles participent à la lutte contre les parasites. Les monocytes peuvent pénétrer dans les tissus et devenir des macrophages qui ingèrent les cellules mortes ou mourantes. Les lymphocytes comprennent les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B interviennent dans la production d'anticorps et les lymphocytes T dans la lutte contre les virus et les cellules cancéreuses. L'identification des types de globules blancs les plus touchés peut donner des pistes quand vient le temps d'expliquer un nombre de globules blancs anormal. À cette fin, il est possible de compter un type particulier de neutrophiles, les métamyélocytes, qui sont tout simplement des neutrophiles immatures. Un nombre accru de ce type de globules blancs peut vouloir dire que le corps produit beaucoup de nouveaux neutrophiles, ce qui peut arriver en raison d'une infection ou de certains types de cancers du sang. Nous avons abordé la question des cellules. Maintenant, concentrons-nous sur le reste du volume sanguin, soit un liquide nommé plasma. Le plasma, c'est un peu comme le bouillon dans votre soupe poulet et nouilles, où les nouilles sont les cellules. Le plasma contient des vitamines, des minéraux, des hormones, du dioxyde de carbone et des protéines, dont une est appelée fibrinogène, qui a son rôle à jouer dans la coagulation sanguine. On entend par sérum sanguin un terme que vous connaissez peut-être, une sorte de plasma sans fibrinogène. Lorsqu'un laboratoire isole le sérum sanguin, il fait coaguler le sang, donc le fibrinogène s'agglutine et il est facile à séparer. Il est possible de mesurer plusieurs protéines contenues dans le plasma. Cela est vrai, par exemple, pour la lacticodéshydrogénase, les immunoglobulines, la bêta-2 microglobuline et l'albumine, que l'on peut mesurer afin de déterminer la gravité d'une maladie. L'albumine compte environ pour 60 % des protéines qui se trouvent dans le plasma. Je devrais donc présenter la chose ainsi. La fonction de l'albumine consiste à maintenir la concentration de soluté du plasma assez élevée
pour que suffisamment d'eau demeure dans les vaisseaux sanguins. Bien qu'elle aboutisse dans le sang, c'est le foie qui la produit. En mesurant l'albumine, on peut avoir une idée de l'impact sur le foie qu'ont les maladies ailleurs dans le corps. Beaucoup de maladies, y compris les cancers du sang, peuvent entraîner une fonction hépatique diminuée et une production moindre d'albumine. J'ai mentionné la lacticodéshydrogénase, que l'on mesure également comme marqueur de la gravité d'une maladie. Cette protéine intervient dans le métabolisme cellulaire. C'est pourquoi on la retrouve habituellement à l'intérieur des cellules et non en circulation libre dans le plasma. Un taux élevé de lacticodéshydrogénase dans le plasma peut vouloir dire que les cellules se rompent, un résultat attribuable à de nombreux processus pathogéniques différents. Bien entendu, on mesure habituellement la glycémie, le cholestérol et différents types de gras dans le sang. Nous avons couvert les types de cellules et le plasma dans le sang, ainsi que leurs fonctions. Nous espérons que ces informations vous ont été utiles pour mieux comprendre les cancers du sang.